Alors, nous voici maintenant rendus au module 4, qui est conditions particulières. Avant d'entamer le module 4, je veux juste en fait préciser sur la diapo précédente, j'ai fait une erreur là vraiment à l'oral. Donc, j'ai mentionné que c'était 70% des cas qui s'amélioraient avec la physiothérapie, mais c'est bien 77. Alors, ce qui est écrit est valide. C'est mon erreur là oralement. Alors, pour le module 4, en fait, je trouvais ça pertinent maintenant que vous savez un peu mieux ce que c'est la rééducation périnéale, ce qu'on fait en évaluation et en traitement. Maintenant, je voulais passer avec vous 4 contextes de pratique particuliers. Donc, on a le syndrome génito-urinaire de la ménopause ou atrophie vaginale, vous allez m'entendre dire là, les deux. La clientèle postpartum, donc les femmes qui viennent juste d'accoucher. Celles qui vont passer à travers les cancers gynécologiques et celles qui vont être victimes d'agressions sexuelles ou qui vont même consulter là, via l'IVAC, qui est l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Ces 4 contextes de pratique-là, vraiment, ces femmes-là vont présenter des besoins qui sont particuliers, qui sont propres aussi à cette catégorie-là. Alors, je trouvais ça important de passer avec vous en revue vraiment là, des spécifications là, un petit peu plus précises. Alors, il faut savoir que la ménopause est vraiment une période de bouleversements hormonaux. C'est marqué par la fin des menstruations et de l'ovulation chez la femme et ça doit être vraiment pour le diagnostic plus de 12 mois consécutifs où on a eu l'absence de règles. Le taux d'estrogène va engendrer des impacts sur l'ensemble du corps. Donc, on parle évidemment là, à tous les niveaux, là, donc l'humeur, le sommeil, la gestion du poids, l'image corporelle, tout ça. Mais vous comprendrez bien qu'en tant que physiothérapeute, je vais vraiment me concentrer aujourd'hui sur les changements qui seront physiques et qui seront dans la région du périnée. Alors, en fait, ce qui va être vraiment le point majeur, c'est que le taux d'estrogène diminué va vraiment engendrer des nombreux changements à la muqueuse vaginale. Alors, parmi les changements observés, on va d'abord observer l'amincissement de la muqueuse. Vous voyez sur l'image juste ici, on voit que les cellules sont moins nombreuses et sont plus minces. Alors, on voit en fait l'épaisseur vraiment de la muqueuse vaginale, qui est un changement qui est considérable. Il va y avoir de l'atrophie, donc les tissus vont quand même se rétrécir. Il va y avoir l'effacement des petites et des grandes lèvres. Je me permets de déplacer l'image, vraiment pour que vous puissiez voir ici où il y aura la fusion des petites et des grandes lèvres. Alors normalement, on voit le petites et grandes lèvres bien distinctes, mais cette fois-ci, là, c'est plus difficile à dissocier les deux. Il va y avoir aussi le rétrécissement de l'ouverture vaginale. Alors, il va se former ce qu'on appelle des cordons atrophiques. Donc, les cordons seront vraiment une sensation de corde de guitare. Normalement, on a une entrée qui est l'entrée vaginale qui est bien souple, mais on va souvent le voir là, si je reprends mon modèle en mousse, donc à la fourchette là, vers le bas ici, là, donc c'est vraiment un cordon qui va se former. Il va faire en sorte que l'ouverture va devenir très, très rigide et ça va être difficile finalement d'aller chercher un étirement à ce moment-là. Il va y avoir également des changements dans la pilosité. En fait, les poils vont devenir plus clairs, ils vont devenir plus fins et clairsemés aussi par le fait même. La diminution de la lubrification vaginale est quand même un point qui est très important. Donc, au lieu d'avoir une muqueuse qui est bien humidifiée, et c'est important autant que la muqueuse des yeux, on veut pas une muqueuse des yeux qui est très, très sèche, bien en fait, c'est la même chose au niveau vaginal. C'est normal qu'il y ait des sécrétions vaginales qui soient là. On veut que ce soit le cas. Et à la ménopause, malheureusement, il va en avoir de moins en moins. Donc, ça va engendrer des problèmes de sécheresse au niveau vaginal. Plus la muqueuse elle est mince, plus elle est sèche, bien évidemment, l'élasticité et la souplesse des parois va être diminuée également, va être plus friable. Donc, on va pouvoir voir des zones de rougeur, c'est ce que je voulais vous montrer avec cette image-là ici, des zones d'abrasion. Donc, rapidement, là, le tissu va devenir lésé là, et blessé rapidement. Il va aussi avoir un changement au niveau du pH. Donc, le pH va augmenter, ce qui va rendre la femme beaucoup plus sujette aux infections urinaires ou même vaginales. Alors, on comprend qu'il y a beaucoup de conséquences là, qui sont possibles suite à ces changements-là au niveau de la muqueuse. Bien, premièrement, ces femmes-là vont vivre de l'inconfort au quotidien. Donc, sensation d'irritation, de brûlure, de démangeaison. J'ai des femmes qui vont me dire, bien, je vais seulement uriner, puis juste le fait de m'essuyer avec le papier de toilette, je dois faire extrêmement attention parce que juste ça, c'est suffisant pour mériter ou pour déclencher des sensations de brûlure.
le port de jeans, donc là, vraiment, il y a différents tissus là, qui vont être difficiles à porter parce que finalement, les femmes vont fatiguer là, à porter ces tissus-là. Évidemment, ben, il y a tout le volet de dyspareunie qui va arriver là aussi en cours de route. L'estrogène va aussi avoir, la diminution de l'estrogène, pardon, va aussi avoir un impact sur les symptômes urinaires. Donc, on va voir ces femmes-là où il peut apparaître de l'incontinence urinaire, des envies pressantes. Donc, normalement, en fait, on devrait avoir un bon 15 minutes là, du moment où on a la première envie d'uriner et du moment où je dois y aller, là, où j'ai plus vraiment la sensation que c'est une urgence. Ces femmes-là vont ressentir l'envie pressante très, très rapidement, vont avoir un court délai d'avertissement avant de pouvoir de se rendre à la toilette. Donc, ça peut engendrer des fuites, évidemment, en se rendant vers la toilette. Symptômes de descente d'organes ou de prolapsus, donc ça va donner des sensations de lourdeur au niveau vaginal, la sensation de ne pas être capable de vider complètement la vessie ou du rectum, ou ça va nécessiter un effort de poussée qui va être plus grand pour vraiment pour l'évacuation. Donc c'est aussi en raison de la diminution de l'efficacité du plancher pelvien puis de la qualité du collagène associé au vieillissement. Ces symptômes-là sont malheureusement fréquents, mais bonne nouvelle, ils peuvent être réversibles. Alors, en physiothérapie, les buts de nos modalités sont multiples. C'est important de mentionner que toutes les modalités thérapeutiques que j'ai vues avec vous au module 3 s'appliquent aussi à cette clientèle-là, mais j'aimerais insister davantage là, sur quelques points. Donc, le programme de dilatation, d'exercice au niveau du plancher pelvien va être important. Le but est vraiment d'augmenter la vascularisation au niveau de la muqueuse du plancher pelvien pour favoriser la lubrification, favoriser la guérison aussi des lésions qui sont possibles. Les exercices de dilatation vont nous être utiles dans le cas où on a des cordons atrophiques, dans le cas où la muqueuse va perdre de son élasticité et de sa souplesse. Les techniques de manuel, vraiment là, pour venir étirer puis augmenter la souplesse, vont être aussi utilisées. L'accompagnement aussi à la reprise des relations sexuelles, ce qui peut se passer aussi avec cette clientèle-là et qu'on entend moins parler, mais c'est quand même chose fréquente dans mon bureau à ce moment-là, ça peut être tout l'enseignement, en fait, sur les positions sexuelles. Parfois, rendu à cet âge-là, on va avoir un conjoint, par exemple, qui va présenter une dysfonction érectile. Donc, c'est à prendre en compte aussi à ce moment-là. J'ai également eu une patiente aussi qui m'a déjà dit, moi, mon conjoint est limité en termes de mobilité à sa hanche. Donc, il y avait un certain degré à la flexion de hanche qui était limité. Donc, il pouvait juste plier jusqu'à 90. Plus que ça, c'était difficile. Puis cette patiente-là m'a dit, il n'y a pas personne qui peut me conseiller finalement sur les positions sexuelles. On dirait qu'on ne le sait pas, en fait, où prendre notre information. Puis on ne sait pas, on n'a pas l'imagination finalement pour varier. Alors, j'ai utilisé mon œil aguerri de physiothérapeute pour essayer de trouver des positions sexuelles où monsieur serait confortable, mais où aussi madame serait confortable. Fait que ça, c'est le genre d'accompagnement que je peux faire là, à ce niveau-là. Et il y a également un paquet d'enseignements et de conditions spécifiques à de conseils spécifiques, à cette condition-là. Dans quelques slides, je vous en reparle un petit peu plus en détail. Au niveau des habitudes de vie, en fait, ça a été bien documenté dans la littérature que de cesser le tabagisme pouvait, en fait, contribuer à diminuer les symptômes de l'atrophie vaginale. En fait, c'est que le tabagisme va augmenter le métabolisme de l'estrogène, donc il est plus associé quand même à des taux accrus d'ostéoporose et d'atrophie vaginale. La pratique régulière d'activité sexuelle, ça offre quand même une certaine protection contre l'atrophie vaginale. Pourquoi? Ce serait vraiment en lien avec l'afflux sanguin qui va se passer lors des rapports sexuels. Ça a également été démontré que chez les femmes qui pratiquent la masturbation, donc ça entraînerait encore une fois un flux sanguin important et ça aurait un effet protecteur là, contre l'atrophie vaginale. Évidemment, les exercices supervisés et réguliers du plancher pelvien, toujours dans ce même but. Comme il n'y a pas seulement de la dyspareunie qui va se présenter chez ces femmes-là, mais qu'il va y avoir aussi beaucoup d'inconfort au quotidien, ça va être capital de favoriser une bonne hygiène vulvaire. Il y a énormément de fausses croyances au niveau de l'hygiène vulvaire, alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enseignements de notre part à faire. Premièrement, on va conseiller des sous-vêtements en coton blanc. Pourquoi? En fait, c'est sûr que sous-vêtements réguliers, donc on va éviter tout ce qui est string ou vraiment les sous-vêtements à petits bouts de tissu au niveau de la fourchette vulvaire parce que ça va augmenter l'irritation. En coton, c'est une fibre qui est naturelle et le blanc, il y a moins de colorant à ce moment-là au niveau du tissu.
On va essayer d'éliminer les irritants, les lingettes, les produits parfumés. C'est vraiment important. Je donne beaucoup la référence que est-ce qu'on frotte nos yeux avec du savon? Non. Alors, on ne frotte pas la vulve avec du savon très fort, là. Donc, il faut penser que l'hygiène qu'on a au niveau de la muqueuse de nos yeux, c'est la même chose au niveau de la muqueuse vaginale. Au niveau de la lessive, il y a quand même certains détergents qui sont à prioriser. Il y en a qui sont approuvés par les dermatologues, entre autres Purex et Clear. Sinon, on peut faire un deuxième cycle de rinçage à l'eau, sans savon, puis on essaie d'éviter l'utilisation d'assouplissant. Le savon personnel non irritant, donc comme je l'ai mentionné. D'éviter aussi les protège-dessous au quotidien. Donc, en fait, ce que ça va faire, c'est qu'il va quand même avoir une friction supplémentaire dans le sous-vêtement et ça va faire en sorte aussi de garder un peu plus l'humidité. Ça nous met plus à risque pour les infections et on veut essayer d'éviter d'avoir une infection en plus de l'atrophie vaginale. L'importance d'utiliser les bonnes protections s'il y a de l'incontinence urinaire. Je fais cet enseignement-là à énormément de femmes. Pourquoi? Il y a deux types de protections qui vont se vendre sur le marché, celles vraiment faites pour les fuites urinaires et celles pour les règles. Alors, les serviettes sanitaires ne sont pas à utiliser en cas d'incontinence urinaire. Je répète, c'est super important de ne pas prendre vos protections pour les règles. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas faites pour absorber un liquide, vraiment, parce que l'urine est très, très liquide, donc on n'a pas la même composante. Et en termes d'odeur, d'irritation, d'humidité, ça ne fait pas du tout le même travail. Alors, très souvent, je vais faire changer les femmes qui vont porter des protections pour les règles, vraiment pour leur faire acheter des protections qui sont vraiment faites pour les fuites urinaires. Favoriser une bonne hydratation et une bonne lubrification lors des relations sexuelles. On a parlé des lubrifiants un petit peu plus tôt. Je vais quand même vous donner quelques indications pour les hydratants. Éviter les douches vaginales, donc en fait pour les mêmes raisons. On peut utiliser la barrière qui est de l'oxyde de zinc non parfumé, donc vraiment pour essayer que la muqueuse vaginale va garder le plus possible son hydratation. Elle est déjà souvent insuffisante, alors on veut essayer de la garder le plus possible. De la glace dans une serviette humide ou juste une débarbouillette d'eau froide là, durant 10 minutes vraiment à la vulve peut aider à diminuer les douleurs. Ça peut être aussi utilisé après une relation sexuelle pour comme, j'aime utiliser le terme de tout de suite, comme calmer le feu pour éviter que les douleurs vont s'installer puis vont perdurer là, tout au long de la journée après la relation sexuelle. Même chose après la miction, donc on peut essayer de rincer la vulve parce que des fois, même juste l'urine, ça va être irritant pour les femmes, donc ça peut être une stratégie utilisée. Laver et assécher la vulve en tapotant. Donc, on évite les frictions le plus possible. On essaie vraiment plus de tapoter à la sortie de la douche ou du bain à ce moment-là. Avec cette clientèle-là, j'ai énormément de questions sur les 4 produits qui sont mentionnés à l'écran. Donc, lubrifiant, hydratant, traitement hormonal local et général. Alors, je voulais passer un petit peu en revue avec vous. C'est vraiment à s'y perdre tellement il y a des produits sur le marché. Alors, voici un petit peu mon avis sur ces produits-là. Alors, les lubrifiants, qu'est-ce que c'est? Le but, c'est d'augmenter la lubrification à court terme et de faciliter la pénétration, que ce soit pour les rapports sexuels ou que ce soit pour certains examens gynécologiques. Donc, on va l'appliquer directement à la vulve, à l'entrée vaginale. Ça peut être sur le membre du partenaire, ça peut être sur le jouet sexuel, sur le spéculum, mais c'est vraiment de façon ponctuelle. Donc, l'effet, il est instantané, mais de courte durée. Donc, ça n'a aucun effet à long terme sur la sécheresse vaginale ou sur les inconforts dans le quotidien. Alors, n'appliquez pas de lubrifiant sur une muqueuse vaginale si c'est pour augmenter votre confort dans le quotidien. Ça ne contient pas d'hormones, évidemment, et il y a les 3 grandes catégories, soit à base d'eau, d'huile et de silicone. Je répète, la liste d'ingrédients est encore une fois très importante à passer à travers. Même si vous avez un bon lubrifiant que vous avez payé très cher, que vous avez pris en boutique érotique, sachez que la liste d'ingrédients est quand même à passer à travers parce qu'il peut y avoir des ingrédients qui vont augmenter les sensations de chauffement, brûlure. Alors, on veut absolument éviter ça pour ces femmes-là. Ils sont disponibles en vente libre, ils sont faciles à trouver en pharmacie ou en boutique érotique et ils sont peu coûteux. Les hydratants vaginaux maintenant, donc le but, c'est d'hydrater et d'humidifier la muqueuse vaginale, donc au quotidien. Ça va vraiment jouer un rôle dans la cicatrisation s'il y a des rougeurs, des abrasions. On va l'appliquer localement, donc à l'intérieur au niveau vaginal avec un applicateur, environ 2 fois par semaine. J'aime le comparer à une crème hydratante pour les mains, mais pour la muqueuse vaginale, donc c'est le même
même principe, même s'il n'y a pas de relation sexuelle, on va l'appliquer de façon préventive 2 fois par semaine. Ça va procurer un soulagement qui est rapide des symptômes, donc il y a une efficacité là, qui est prouvée vraiment pour la sécheresse vaginale. Ça ne contient pas d'hormones et ce qui est important de mentionner, c'est que ça peut aussi être combiné à l'hormonothérapie. Donc ça peut être un bonus pour les femmes qui vont vraiment avoir des inconforts. Il y a certaines femmes qui vont dire, moi, si j'utilise vraiment mon hydratant de façon très régulière, 2 fois par semaine, le besoin de lubrifiant en relation sexuelle est moindre. Fait que ça peut être aussi une alternative où les deux peuvent être combinés. Ils sont en vente libre et les plus souvent utilisés sont le Genatroph, le Replens et le Yes Moisturizer. Et selon les études, il y a quand même des améliorations qui sont équivalentes à l'hormonothérapie qui va être locale en matière de démangeaison, d'irritation vaginale, de dyspareunie. Fait que ça vaut vraiment la peine finalement d'essayer ce genre de produit-là. Si on rentre maintenant dans le traitement hormonal un peu plus local, donc c'est une alternative pour les femmes qui vont avoir des symptômes vaginaux de la ménopause, mais pour éviter l'effet sur tout le système, les effets secondaires systémiques. Petit quand même fait à noter important, c'est aussi suggéré dans les cas d'incontinence urinaire quand il va y avoir de l'atrophie. On a vu l'estrogène va avoir un impact protecteur là, contre l'incontinence urinaire, donc ça peut être aussi utilisé à ce niveau-là. Ça va se présenter sous 3 formes, donc ça peut être un comprimé, ça peut être une crème ou un anneau. Dans tous les cas, ça va être inséré au niveau vaginal avec applicateur ou pas. Ils contiennent des hormones, donc évidemment, ça doit être prescrit par le médecin parce qu'il y a plusieurs contre-indications à vérifier avant de le prescrire. Finalement, il y a le traitement hormonal général, donc celui qu'on va connaître pour vraiment avoir les effets sur tout le système. Donc, il y a ceux-là qui vont avoir plus de symptômes peut-être associés à la ménopause, donc les bouffées de chaleur, les troubles du sommeil et des problématiques au niveau de l'atrophie vaginale. Ils vont contenir des hormones et la façon de les disposer, ça peut être prendre des comprimés par la bouche, il peut y avoir le gel aussi qui va être absorbé par la peau, puis il peut aussi avoir les fameux patchs là, souvent qu'on peut entendre parler. Évidemment, ils doivent être aussi prescrits par le médecin. Les autres traitements qui sont possibles, évidemment, c'est pas en premier essai qu'on va les prendre, en plan A, comme j'aime le dire, mais plus plan B ou C. Donc, il y a l'ultrason, le laser qu'on a déjà vu, que je vous ai expliqué. Il y a aussi l'injection de plasma riche en plaquettes. Alors, ça va vraiment se faire là, supervisé par un ou une urologue à ce moment-là. Donc, on va simplement prendre une prise de sang, on va prendre une portion finalement du sang, on va le centrifuger et on va garder juste une certaine portion du sang. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on va réinjecter au niveau vulvaire pour contrer les effets. Alors maintenant, on passe à la deuxième clientèle, donc en postpartum, donc vraiment nos femmes qui viennent d'accoucher. On parle de plus en plus, en fait, du 4e trimestre où il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Alors, je trouvais que ce schéma-là, même s'il était en anglais, il représentait bien toute la complexité de cette vraiment période-là, à quel point c'est multifactoriel, c'est différent d'une femme à l'autre et ça prend en considération plein de facteurs, dont les circonstances de l'accouchement, les complications possibles qu'il peut avoir eu à l'accouchement, autant pour la mère que pour le bébé, l'impact de l'environnement aussi. Donc, tous ces aspects-là sont à prendre en considération finalement pour nos interventions. Je ne pouvais pas passer à côté vraiment des considérations au niveau du système endocrinien parce que c'est extrêmement important dans cette période-là. Donc, l'OMS va conseiller l'allaitement maternel jusqu'à 2 ans et va reconnaître l'allaitement comme un environnement hormonal qui est modifié. Donc, les changements hormonaux qui vont se passer durant la grossesse vont se perdurer dans le temps tout le long de l'allaitement. Les mécanismes ne sont pas encore tous bien compris, mais je vais me concentrer principalement sur les effets, en fait, physiques que ça va avoir chez cette clientèle-là. Alors, première hormone à prendre finalement en considération, c'est l'estrogène. Alors, l'estrogène est produit à différents endroits dans le corps, dont le plasma durant la grossesse. Alors, après la sortie du bébé et la délivrance du placenta, bien évidemment, cette hormone-là va chuter de façon importante. On l'a vu en fait avec l'atrophie vaginale chez les femmes ménopausées. Donc, l'atrophie vaginale va être secondaire à la diminution d'estrogène, la modification du pH. On parle aussi d'impact sur l'humeur, donc il peut être plus dépressive. Et il va y avoir aussi un rôle dans le rétablissement de la mécanique tissulaire, donc vraiment la guérison des tissus à ce moment-là.
La progestérone, qui est une hormone de progestation, c'est une hormone qui est calmante. Elle va venir détendre les muscles et ça va être souvent le responsable de la constipation durant la grossesse. Cette hormone-là, son taux va chuter encore plus de façon importante après la délivrance du placenta que l'estrogène. Alors effectivement, ça a un impact sur l'anxiété postpartum, mais également sur tout le recalibrage au niveau des tissus musculaires. Donc très, très important à prendre en considération. Durant la grossesse, la relaxine, en fait, va être nécessaire pour le ramollissement des tissus. Elle va aussi inhiber les contractions utérines. Donc, on ne veut pas que l'utérus contracte tout de suite. On veut garder bébé au chaud le plus longtemps possible. Et elle sera présente tout au long de l'allaitement. Il n'y a encore aucune compréhension claire de l'impact en postpartum et les douleurs chez la femme à ce moment-là, sauf qu'on sait le rôle important que ça a joué sur les différents tissus du système musculo-squelettique, donc MSK musculo-squelettique, donc les os, les ligaments, les muscles, les fascias. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération. La mélatonine, donc qui est l'hormone thymine, elle est sécrétée en fait lorsqu'il fait noir, lorsque c'est tranquille autour de nous. Elle va vraiment être un précurseur de l'ocytocine, donc elle va renforcer l'hormone de l'amour, mais elle est supprimée par le cortisol, donc en période de stress. Effectivement, elle va induire le sommeil, va avoir un effet qui est anti-inflammatoire. Si on pense à nos nouvelles mamans, en fait, qui ne dorment pas beaucoup, qui n'ont pas beaucoup de sommeil, ou du moins peu d'heures de sommeil consécutif, on va le dire de cette façon-là, et qui ont certaines inquiétudes parce que, bon, il y a beaucoup de changements dans leur routine, dans leur habitude de vie, bien, en fait, c'est certain qu'il va y avoir des perturbations à ce niveau-là. Les hormones de reproduction et les hormones de croissance, de stress, ont vraiment des répercussions sur les tissus et ça va vraiment influencer la récupération physique. J'aime faire le parallèle avec mes nouvelles mamans d'un athlète olympique. Un athlète qui va se préparer pour les Jeux olympiques va mettre toutes les chances de son côté. Donc oui, il va avoir la préparation physique, mais également, il va prendre en compte l'alimentation, le sommeil, la gestion du stress, l'environnement. Donc l'équipe autour des athlètes olympiques est incroyable pour justement tout réunir les conditions gagnantes pour les amener à performer le mieux possible. Donc, j'aime à dire qu'il n'y a aucun athlète olympique qui va se préparer finalement dans les conditions de vie d'une nouvelle maman, c'est-à-dire peu de sommeil, l'alimentation un peu moyenne, donc les mamans mangent ce qu'elles peuvent quand elles le peuvent, entre 2 changements de couche, entre 2 biberons ou 2 allaitements. Donc, je dis souvent aux patients, donnez-vous du temps et laissez-vous le temps de récupérer. Et ça, je pense qu'avec la pression que les médias sociaux nous mettent actuellement, c'est à répéter et répéter et encore répéter. Alors, toute l'évaluation qui a été vue au module 2, au niveau subjectif, au niveau objectif, va être à refaire finalement avec ces patientes-là. Par contre, je voulais passer avec vous quelques points là, qui nécessitent une attention particulière. Alors, ces femmes-là, on va les voir idéalement 3 à 4 semaines post-accouchement, donc ce qui est très, très, très récent. Et au niveau de l'évaluation subjective, évidemment, je vais questionner beaucoup sur l'accouchement. Premièrement, quel type d'accouchement? Est-ce qu'on a eu un accouchement vaginal ou il y aura eu césarienne? Alors, effectivement, on n'a pas la même récupération là, à ce niveau-là. Ça ne demande pas les mêmes soins non plus. La durée du travail, donc même s'il y a eu une césarienne, est-ce que c'était une césarienne qui était planifiée ou la patiente a été en travail pendant 12-18 heures avant? Donc, au niveau de la récupération du corps, c'est pas du tout la même chose. La durée de poussée, il faut s'imaginer qu'une patiente, si elle a poussé en fait bébé et donc aussi sur le plancher pelvien un 15 minutes, j'aurais pas eu le même stress sur le plancher pelvien versus la maman qui a poussé un 3 heures finalement avant la sortie du bébé. Donc ça, moi, ça me donne des indications déjà sur quoi je peux m'attendre à l'évaluation. Et je vais poser toutes les questions aussi sur les complications, les séquelles possibles, donc déchirure ou épisiotomie au niveau du plancher pelvien. Je vais questionner aussi l'allaitement pour tout le contexte de bouleversements hormonaux que ça amène. Et je vais également aussi questionner comment va l'allaitement. Si l'allaitement va bien, tant mieux. Si l'allaitement va moins bien, bien on le sait, ça va prendre beaucoup de place. Donc déjà, je peux penser à limiter les exercices ou à donner finalement le moins de conseils possible ou d'essayer finalement de pouvoir mixer ça avec des périodes d'allaitement pour prendre en considération finalement le contexte là, de vie de la maman actuellement.
Je vais la questionner sur les symptômes actuels, donc s'il y a des nouveaux qui sont apparus depuis l'accouchement en termes d'incontinence, de lourdeur, de douleur, etc. Je vais demander aussi si les relations sexuelles ont été reprises. Ce qui est important en fait de mentionner, c'est que les relations sexuelles ne devraient pas être reprises avant 6 semaines après l'accouchement. Pourquoi? Il faut patienter pour la fermeture du col de l'utérus, mais également aussi pour éviter des infections possibles en lien avec les points là, en place actuels. Et je vais aussi demander au niveau des objectifs d'activité physique. Donc, on a vu dans les habitudes de vie une patiente qui veut reprendre simplement la marche versus une patiente qui veut reprendre le crossfit. Je dois amener la fonction musculaire du plancher pelvien beaucoup plus loin pour la deuxième patiente à ce moment-là. Juste une petite parenthèse, je ne sais pas si vous saviez, mais il y a 85% des femmes qui vont accoucher qui vont avoir une déchirure. Alors nécessairement, cette déchirure-là et donc cette cicatrice-là après va nécessiter des soins particuliers en physiothérapie pour la suite. Au niveau de l'évaluation objective, bien évidemment, je vais observer au niveau de la muqueuse. On en a parlé. Donc, tout ce qui est atrophie vaginale chez la femme ménopausée peut aussi vraiment être observé chez la femme qui vient tout juste d'accoucher, entre autres à cause de la chute importante d'estrogène. Je vais regarder s'il y a des points qui sont en place ou s'il y a des déchirures ou les cicatrices là, qui sont là. Je vais vérifier au niveau de la cicatrice, autant abdominale que périnéale. Dans les deux cas, première des choses, il faut que je vérifie la coloration ou les signes d'infection. Du moins, je garde un œil attentif là, à ce niveau-là et je réfère aux besoins. En termes de souplesse, c'est vraiment important de retrouver la souplesse initiale du tissu. Je vous ai parlé des fibres de collagène tantôt qui étaient très, très désorganisées dans une cicatrice. Ça explique pourquoi la cicatrice va être plus rigide que la peau autour et c'est important d'aller retrouver cette souplesse-là. Il y a je vais aller palper au niveau des muscles parce qu'il y a quand même des douleurs ou des points de tension qui peuvent être apparus, qui n'étaient pas là. Donc, même si la patiente, je l'ai suivie durant sa grossesse, je vais quand même réévaluer parce qu'il y a eu un accouchement qui peut avoir changé complètement le tableau clinique de cette patiente-là. Je vais évaluer la fonction musculaire aussi de cette patiente-là. Pourquoi? Bien, en fait, la grossesse va avoir amené une surcharge au niveau du plancher pelvien. Alors, on perd de la force. Et par un accouchement vaginal, on perd entre 25 à 40 % de la force musculaire totale au niveau du plancher pelvien. Alors, je m'attends et je sais que j'aurai une perte de force, d'endurance et de coordination après l'accouchement. Ce que je veux, c'est voir où on en est pour pouvoir progresser maintenant et suivre l'évolution dans le temps. Et évidemment, on évalue au niveau de la descente d'organes, qui est quand même assez fréquent chez nos femmes qui viennent d'accoucher. Au niveau des traitements spécifiques, donc comme je vous l'ai dit, les cicatrices, une fois les points bien guéris, donc oui, l'évaluation va être faite 3 à 4 semaines, mais c'est important de dire que le traitement des cicatrices va commencer un peu plus tard quand même, une fois que la cicatrice, elle aura bien guéri, qu'on n'a plus de points, que les marges de la cicatrice sont bien refermées. Nous, on veut aller travailler la souplesse. Alors, je veux en fait que vous portiez votre attention un petit peu sur les cicatrices au niveau abdominal. Alors, en fait, il faut penser que l'abdomen, quand il va y avoir la césarienne, il y a plusieurs couches quand même qui vont avoir été coupées pour aller chercher bébé au niveau de l'utérus. Évidemment, ces couches-là vont être bien recousues par la suite. On a la cicatrice, mais c'est important en fait que toutes ces couches-là puissent glisser bien une sur l'autre pour retrouver la souplesse initiale. Alors oui, on a plein de techniques manuelles et techniques de fascia qui peuvent nous aider, mais on a également les ventouses qui peuvent être utilisées à ce moment-là. Alors, les ventouses, il y en a de plusieurs formats, donc tout dépendant quelle région on veut travailler. Et c'est très facile, en fait, si je vous montre sur mon avant-bras, je peux la pincer. Donc, je viens juste la pincer comme c'est ici et je vais venir suctionner au niveau de la peau. En ayant préalablement mis une petite couche de crème, je suis capable après de glisser finalement et de venir décoller pour briser les adhérences. Briser les adhérences, ça veut juste dire de regagner cette mobilité-là. Donc, ce qui est très important après là, pour retrouver les fonctions après dans le but de guérir. Alors, au niveau des cicatrices plus périnéales, donc tout ce qu'on a vu en termes de dilatation, de techniques manuelles, d'étirement, d'ultrasons, va être hyper important. C'est important de mentionner aussi que c'est idéal de travailler toute cicatrice dans la première année. C'est pas vrai juste en périnéale, mais c'est vrai en fait pour toute cicatrice sur le corps. On le sait, le tissu va être plus malléable, ça va être plus facile de gagner de la souplesse. Au-delà d'un an, on est beaucoup plus limité, on va atteindre des plateaux, donc on va plafonner finalement au niveau de nos résultats le plus rapidement.
Tous les enseignements sur la sécheresse vaginale que j'ai fait avec la clientèle chez la femme ménopausée vont s'appliquer aussi à cette femme-là qui va allaiter. Donc, on le sait, la baisse d'estrogène va amener les mêmes problématiques au niveau de la muqueuse. Ça va perdurer tout au long de l'allaitement. Quand les règles vont reprendre, même si la femme allaite encore, il va y avoir quand même des fluctuations au niveau de l'estrogène, donc ça va déjà être moins pire, mais ces effets secondaires-là peuvent durer finalement tout au long là, de l'allaitement. Accompagnement dans la reprise des relations sexuelles qui est hyper important. Il va y avoir beaucoup d'anticipation de la part des femmes à la reprise ou du moins à la première relation sexuelle. Donc, c'est très important de leur faire gagner confiance finalement pour reprendre par la suite. On reste toujours à l'affût. C'est une période très, très critique pour les femmes. Il y a énormément de bouleversements. Oui, les bouleversements hormonaux, on en a parlé, mais à tous les niveaux, dans toutes les sphères de vie. Alors, je reste toujours ouverte aux possibles références en termes de dépression, d'anxiété. Il y a les traumatismes aussi post-accouchement qui sont possibles. Que ce soit en lien vraiment avec la naissance elle-même ou les violences gynécologiques, les violences obstétricales. On commence à en parler de plus en plus, mais des fois, ça va nécessiter une consultation là, pour aborder la question. Le retour à la vie sexuelle avec le conjoint et tout ça, fait que je garde en tête vraiment pour les références possibles. Je termine en vous présentant en fait une échelle qu'on utilise à la clinique, l'échelle de dépression postnatale d'Edinburgh, qui en fait nous donne rapidement un score si on croit qu'on doit référer ou pas finalement pour la dépression postpartum. Alors je vous invite à télécharger le PDF disponible à l'écran suivant et on se retrouve pour la suite du module 4 après.